Cro-Blanc par Jack London. Chapitre 24. L'appel de l'espèce. Les mois passèrent. La nourriture à Sierra Vista était abondante et le travail était nul. Gras et prospère, Cro-Blanc vivait heureux. Non seulement il se trouvait matériellement bien sur la terre du Sud, mais l'existence s'épanouissait pour lui comme un été. Aucun entourage hostile ne l'enveloppait plus. Le danger, le mal et la mort ne rôdaient plus dans l'ombre. La menace de l'inconnu et sa terreur s'étaient évanouies. Seule Collie n'avait pas pardonné le meurtre des poulets et décevait toutes les tentatives de Scott pour la réconcilier avec Cro-Blanc. Elle était une peste pour le coupable, s'attachait à ses pas comme un policeman. S'il s'arrêtait un instant pour se divertir à regarder un pigeon ou une poule, elle fonçait sur lui aussitôt. Le meilleur moyen de la calmer qu'eût trouvé Cro-Blanc était de s'accroupir par terre, sa tête entre les pattes et semblant dormir. Elle en était toute décontenancée et se taisait net. Inconsciemment, Cro-Blanc oubliait la neige. Parfois seulement, durant les grosses chaleurs de l'été, lorsqu'il souffrait du soleil, il se remémorait, en un vague désir, la froidure de la terre du Nord. Le maître montait souvent à cheval et l'accompagner était pour Cro-Blanc un des principaux devoirs de sa vie. Sur la terre du Nord, il avait prouvé sa fidélité à Castor-Gris en portant les harnais du traîneau. Ici, il n'y avait plus de traîneau à tirer, ni de fardeau à recevoir sur le dos. Suivre le cheval du maître était une façon de payer son tribut. La plus longue course ne le fatiguait pas, et après avoir couru durant 50 miles, de son allure de loup régulière et inlassable, il sautait encore joyeusement. Au cours d'une de ces promenades, il arriva que le maître tentait d'apprendre à un pur sang plein d'intelligence comment ouvrir et fermer une barrière sans que le cavalier eût besoin de descendre à terre. À plusieurs reprises, Scott avait amené le cheval devant la barrière et s'était efforcé de lui faire accomplir le mouvement nécessaire. L'animal s'effrayait, reculait, se cabrait, de plus en plus énervé. Éperonné vigoureusement, il se mit à ruer et finalement s'abattit sur les genoux. Cro-Blanc, qui observait ce spectacle avec une anxiété croissante, n'y pouvant plus tenir, bondit à la tête du cheval et se mit soudain à aboyer. Cet aboi était le premier qu'il eût proféré de sa vie. L'intervention fut désastreuse. Le cheval se releva, s'élança au galop à travers champs. Un lapin lui partit dans les jambes, lui faisant faire un brusque écart. Il tomba sur Scott en lui cassant une jambe. Cro-Blanc sautait déjà à la gorge de la malheureuse bête lorsque le maître l'arrêta de sa voix. Scott, étendu sur le sol, chercha dans ses poches un crayon et du papier mais n'en trouva pas. Il se résolut à envoyer Cro-Blanc au logis sans autre explication. « À la maison, dit-il. Va à la maison. » Mais Cro-Blanc ne semblait pas vouloir le quitter. Il renouvela son ordre plus impérativement. Cro-Blanc, qui savait ce que signifiait « à la maison », le regarda en semblant réfléchir, s'éloigna puis revint et poussa un gémissement plaintif. Scott lui parla gentiment mais avec fermeté. Cro-Blanc coucha ses oreilles, écouta et parut s'efforcer de comprendre. « Tu m'écoutes bien, vieux compagnon, » disait le maître. « Va tout droit à la maison, c'est bien, tu leur diras ce qui m'arrive. Va, loup, va, droit à la maison. » Cro-Blanc, sans saisir le sens exact de toutes ces paroles, comprit que la volonté du maître était qu'il se rendît à la maison. Il fit volte-face et trotta au loin, à contre-cœur, en se retournant de temps à autre pour regarder en arrière. « Va » cria Scott, « va !» La famille était réunie sur le perron à prendre le frais lorsque Cro-Blanc arriva haletant et poussiéreux. « Weddon est revenu » annonça la mère de Scott en voyant l'animal. Les enfants coururent vers Cro-Blanc et commencèrent à vouloir jouer avec lui. Il les évita, et comme il l'avait acculé dans un coin, entre un rocking-chair et un banc, il gronda sauvagement en essayant de se dégager. La femme de Scott eut un frémissement. « Je tremble toujours, dit-elle, qu'il ne se jette sur eux quelques jours sans crier gare. »« Un loup est un loup, » prononça sentencieusement le juge Scott. « Il est prudent de ne pas s'y fier. Sans doute y a-t-il en lui quelques gouttes de sang de chien. » Il n'avait pas achevé sa phrase qu'il aperçut devant lui Cro-Blanc, qui grondait avec une mine singulière. « Va-t'en, va coucher, » ordonna le juge. Cro-Blanc se retourna vers la femme du maître et saisit avec ses dents le bas de sa robe, tirant sur la fragile étoffe jusqu'à ce qu'il l'eût déchirée. Alice poussa un cri de frayeur. « J'espère qu'il n'est pas devenu enragé, » dit la mère de Scott. « J'ai toujours répété à mon fils que notre chaud climat ne valait rien pour un animal venu de l'Arctique. » Cro-Blanc, maintenant, s'était tu et ne grondait plus. Il demeurait immobile, la tête levée et regardant en face la famille qui le fixait. Des spasmes muets lui secouaient la gorge et tout son corps se convulsait,
comme s'il eût tenté d'exprimer l'inexprimable. On croirait, dit Bess, qu'il essaye de parler. À ce moment, la parole vint à Cro-Blanc sous la forme d'un aboiement éclatant. Ce fut le second et le dernier de sa vie, mais il s'était fait comprendre. « Quelque accident est arrivé à Scott, » dit Alice avec décision. Et tout le monde accompagna Cro-Blanc, qui déjà descendait les marches du perron en regardant si on le suivait. Après cet événement, l'hôte de Sierra Vista trouva au foyer une place meilleure. Même le palefrenier dont Cro-Blanc avait lacéré les bras admettait que c'était là le plus sage des chiens, ne fût-il qu'un loup. Le juge Scott abondait dans ce sens et soutenait son opinion à grand renfort de preuves qu'il puisait dans son encyclopédie et dans divers livres d'histoire naturelle. Le second hiver que Cro-Blanc allait passer sur la terre du Sud approchait, et les jours commençaient à décroître. Et voilà qu'il fit une étrange découverte. Les dents de Collie n'étaient plus si dures. Elles ne mordaient plus qu'en jouant gentiment et sans faire mal. Il oublia toutes les misères qu'il lui avait dues, et, quand elle venait minauder autour de lui, il lui répondait avec gravité, aimable, solennelle et ridicule. Un jour, elle l'entraîna dans une longue course à travers prés et bois. Le maître, guéri, devait cet après-midi monter à cheval. Cro-Blanc ne l'ignorait pas. Le cheval attendait, tout scellé, à la porte de la maison. Cro-Blanc hésita tout d'abord, mais un sentiment le dominait, plus profond que la loi des dieux, qu'il avait apprise, plus impérieux que sa propre volonté. Et lorsqu'il vit Collie, qui le mordillait et folâtrait devant lui, la balance pencha vers elle. Il tourna le dos et la suivit. Le maître se promena seul ce jour-là, cependant que, dans le bois, Cro-Blanc courait côte à côte avec Collie, comme sa mère Quiche et le vieil Un-Œil avaient jadis couru de compagnie dans les forêts silencieuses de la terre du Nord.